Bonjour tout le monde. Wow, ça fait plaisir de voir autant de monde pour une conférence sur le legacy. Donc, on va parler de douleur et d'espoir aujourd'hui. Effectivement, avant qu'on commence, j'aimerais aussi qu'on applaudisse toute l'équipe technique et toute l'équipe d'organisation pour avoir fait tout ça. Donc, merci de rendre ça possible. Tu m'as très bien introduit. Donc moi, c'est Nicolas. En fait, je suis travailleur autonome. Je me définis comme développeur web, full stack. Ce qui compte surtout, c'est que j'ai passé pas mal d'années à travailler avec du code legacy. Et puis, je sais que je ne suis pas le seul. La différence, c'est que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe des techniques pour mieux travailler avec ça? Puis on ne nous apprend pas vraiment ça. Et oui, donc ça fait quelques années maintenant que je mets ça sur un blog régulièrement. Et puis, de temps en temps, je viens partager un petit peu quelques connaissances. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de moi. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'Alice. Alors, qui est Alice? Alice, c'est une développeuse web junior qui a fait une réorientation professionnelle. Elle a terminé un bootcamp. Elle a été recrutée dans une start-up pendant 1 an, puis ça n'a pas vraiment marché. La start-up a coulé. Et là, elle vient d'être embauchée dans une plus grosse compagnie, donc imaginez un Shopify. Et elle est très excitée à cette idée-là parce qu'elle va être entourée de 5 autres développeurs beaucoup plus expérimentés. Elle va être mentorée, elle va travailler sur des projets vraiment excitants. Elle a vraiment hâte. Puis, c'est à peu près ça qui va se passer, mais il va y avoir des surprises. En fait, très rapidement, Alice se rend compte qu'elle a beaucoup de douleurs. Et sa douleur principale, c'est que quand elle se retrouve devant des tâches à faire, elle est souvent paralysée. Déjà parce que, bon, maintenant tout le monde travaille un peu à distance, donc c'est un peu plus difficile d'être mentorée que ce qu'elle pensait. Et on lui demande d'être un petit peu autonome. Après tout, elle a un peu plus d'1 an d'expérience maintenant, elle pourrait prendre des tâches en autonomie, sauf qu'il y a tellement de choses dans ce système, tellement de choses qui se passent, qu'elle a du mal à, on va dire, changer les choses sans tout casser. Donc elle est un peu paralysée, mais Alice, elle a une qualité, c'est qu'elle communique énormément. Donc elle en parle comme ça, et elle rencontre une développeuse beaucoup plus expérimentée qui travaille dans une autre équipe, et qui lui dit, tu sais Alice, moi de temps en temps je vais en fait à un truc qui s'appelle le Meetup Software Crafters. Puis c'est des gens là, et ce genre de problème que tu as, c'est typiquement le genre de conversation qu'ils adorent. Donc tu devrais y aller, il y a un meetup ce soir, tu devrais y aller et poser tes problèmes, poser tes questions. Alors Alice, elle décide d'y aller, après tout, pourquoi pas, hein, elle est ouverte à des suggestions. Elle y va et elle rencontre une trentaine de personnes de profils assez variés. Tous ne sont pas développeurs web. Il y a des développeurs, des développeuses, il y a même un chef de projet. Et puis donc ça discute, la soirée commence et quelqu'un prend la parole. C'est Nathan. Nathan, c'est l'organisateur du meet-up et il demande qui est là pour la première fois. Alors Alice, elle lève la main. Elle n'est pas toute seule. Il y a 6 ou 7 personnes qui sont là pour la première fois. Donc Nathan leur explique comment ça va se passer. Il leur dit, vous aurez remarqué, il n'y a pas d'agenda pour ce soir, on n'a pas décidé d'un talk. En fait, vous allez proposer les sujets, on va tous voter, et on prendra le sujet qui a été le plus voté. Pourquoi pas, c'est original. Donc Alice, elle est venue, elle a fait tout ce chemin, elle se dit, je vais le proposer, mon sujet, je vais parler de mes problèmes. Alors elle parle de ses problèmes, et finalement, on résume ça par, ok Alice, ton problème, c'est travailler avec du code legacy. Donc elle propose ce sujet, travailler avec du code legacy. Alors il y a d'autres sujets, il y a un sujet sur l'open source, il y a un sujet sur la surqualité, est-ce que ça existe? Bref, tout le monde vote, et finalement, travailler avec du code legacy, c'est pas un problème que pour Alice. Alors, ça devient le sujet de la soirée. Donc, la soirée commence et Nathan propose de faire un tour de table. OK, quelles sont vos douleurs par rapport à ça? Alors, on fait un peu le tour de toutes les personnes qui sont présentes. Et des choses remontent très rapidement, comme moi, je travaille sur une code base, ça fait 20 ans que le code a été créé. Puis, l'ancienneté moyenne des développeurs, c'est 3 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. La plupart des gens qui travaillent sur ce code ne savent pas comment fonctionne ce système. Et c'est très mal documenté. Quelqu'un en rajoute en disant, puis on sait bien que les tests automatisés c'est super, mais il n'y a pas de test en fait. Et c'est vraiment difficile de travailler sur ce code parce que je ne sais pas comment écrire des tests. Écrire des tests en TDD, j'ai appris, ça va, mais là c'est la réalité, quoi, ça ne marche pas. Et quand vient le tour d'Alice, elle n'a pas grand-chose à rajouter, mais elle se rappelle que son équipe se plaint souvent de la dette technique et qu'ils disent qu'on n'a pas de temps en fait pour refactor. Donc apparemment c'est un problème. Ok, beaucoup de douleur. Nathan dit, avant de rentrer dans des solutions, on va juste se mettre d'accord sur une définition de qu'est-ce que c'est le code legacy. Parce que là, autour de la table, il y a des gens qui disent que c'est du code qui n'est pas testé, il y a des gens qui disent que c'est juste du code pourri. Je vous propose une définition sur laquelle on va travailler.
La définition de Nathan, c'est le code legacy, c'est du code qui est précieux, mais que vous craignez de changer. Et il y a deux nuances ici. Déjà du code précieux, parce que si vous travaillez sur du code legacy, c'est un code qui est utilisé en production par des gens, qui a un impact. C'est pas du code que vous pouvez juste jeter à la poubelle puis refaire ça. Alice, ça lui rappelle qu'effectivement, la start-up où elle a travaillé pendant un an, personne ne maintient son legacy aujourd'hui, ça marche pas. Quelque part, c'est un code aussi qui paye notre salaire, puis finalement, c'est la job de travailler avec ce code legacy. Mais c'est douloureux. Alors pourquoi c'est douloureux? Il y a plein de raisons. Manque de tests, manque de doc, la qualité du code est à revoir. Et ça fait que vous craignez de le changer. Mais vous craignez de le changer, c'est aussi subjectif. Et ça, c'est de l'espoir, parce que ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour avoir moins peur de travailler avec ce code. D'ailleurs, il suffit de regarder quelqu'un qui est là depuis 6 ans sur la même code base. Il n'a pas l'air d'avoir les mêmes douleurs que vous pour travailler dessus, vous qui venez d'arriver. Donc ensuite, la soirée continue, et puis Nathan propose en fait différentes techniques qui permettraient d'aider à avoir moins peur de changer le code. Donc il parle des ADR, qui est une documentation qui ne périme jamais. Il propose une méthode pour rester concentré, qu'il appelle le brain dump. Il parle de micro-commit. Alors Alice, elle prend des notes parce qu'elle en a déjà entendu parler en fait avec son équipe de micro-commit, mais jamais elle avait eu une manière concrète de le faire. Bref, le temps file quand on s'amuse, et très rapidement, c'est la fin de la soirée, donc Nathan dit « c'est tout pour ce soir, on se revoit dans un mois ». Alors Alice repart avec plein d'idées, plein de notes, et elle se dit qu'elle va essayer tout ça. Elle n'a pas beaucoup à attendre en fait, parce que 2 jours après, elle se retrouve dans une situation malheureusement classique où elle doit corriger un bug. Le problème, ce qu'elle voit, encore une fois, elle est paralysée parce que ce qu'elle voit, ça ne ressemble pas à ce qu'elle a appris. On lui a appris des bonnes pratiques, des manières de faire, sauf que c'est clairement pas comme ça que ça a l'air d'être fait dans le système sur lequel elle travaille, mais ça a l'air d'être délibéré, c'est-à-dire que ça a l'air d'être intentionnel. Mais c'est vraiment bizarre. Elle ne comprend pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un bug? Mais aujourd'hui, Alice, elle a de la chance parce que quelqu'un de son équipe entend parler de ça et lui dit « Moi, je sais. Parce que moi, j'étais là il y a 3 ans quand on a décidé de faire ça comme ça. » Et du coup, il commence à lui expliquer. Il lui dit « Bah voilà, en fait, ok, ça, ce serait idéal, mais on a plein de raisons qui font qu'on ne savait pas, à l'époque, il n'y avait pas les outils, puis on a ce système qui ne nous permet pas de le faire. Bref, c'est pas idéal, mais ça marche comme ça. » Alors, Alice, elle est contente, elle a appris plein de choses, et à ce moment-là, elle se rappelle du meet-up, et elle dit « Tu sais quoi, on va mettre ça dans un ADR. » Alors, son collègue lui dit « Un quoi ?» Réaction normale. Un ADR, c'est un Architecture Decision Record. Tu peux développer? Oui, tout à fait, je te montre. En fait, c'est pas compliqué. L'idée d'un ADR, c'est de prendre tout ce que tu viens de dire et on va le mettre dans un document à côté du code. Ça ressemble à ça. C'est un fichier Markdown, par exemple, dans lequel on va mettre un titre, la date, des informations de base et le contexte, en fait. Le contexte autour de cette décision. Pourquoi on fait ça? Toutes les raisons, toutes les contraintes, ça peut être des choses que l'équipe connaît ou ne connaît pas, des contraintes de l'équipe, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on décide de faire ça comme ça. La décision en question, là c'est un exemple où on choisit une librairie plutôt qu'une autre, il y avait des raisons à ça. Et les conséquences. Alors, si on prend une décision, souvent c'est pour avoir des bénéfices, on veut atteindre un objectif. Parfois, il y a des compromis aussi qu'on fait, des choses qu'on peut parfois anticiper, donc on les note. On dit, ok, ça ce ne sera pas idéal, mais on a pris la décision. Et l'idée, Nathan avait dit, c'est de garder ça simple. C'est pas dans un confluence quelque part où il faut se loguer et peut-être on y pense. Non, non, non. L'idée, c'est de faire des fichiers Markdown et de les mettre dans le code, versionner à proximité du code. C'est pour les développeurs. C'est pour la prochaine fois que Alice cherche avec certains mots-clés, ça a plus de chances de remonter dans ses recherches et elle va avoir le contexte sans devoir avoir la chance d'avoir quelqu'un qui se rappelle. Parce que là, elle a eu de la chance. Il y a 3 ans, personnellement, les décisions, moi, je ne m'en rappelle pas. Alors, il y a des outils pour faire ça, il y a pas mal d'exemples. Alice, elle est contente parce que, d'une part, la prochaine fois que cette question se pose, il y a moins de chances de ne pas savoir pourquoi. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a aussi appris quelque chose à ses collègues, et ça, c'est toujours sympathique. Le temps passe, et au bout de 2 semaines, Alice se trouve devant un autre problème qui, en fait, est pas si rare. Peut-être que vous le connaissez. Le problème d'Alice, ce coup-ci, c'est qu'elle voulait faire quelque chose qui avait l'air simple, et finalement, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Il y a beaucoup plus de choses à faire que ce qu'elle croyait. Et là où d'habitude elle se laisserait perdre, il faut que je fasse ça, puis ah oui mais je viens de voir ça, donc il faut aussi que je répare ça, ah mais pour réparer ça il faut faire ça avant.
Là, elle se rappelle que Nathan lui a dit, si tu te retrouves dans cette situation où tu te sens un peu perdu, il y a une technique, et cette technique, c'est le brain dump. Alors, ce n'est pas une technique de code, le brain dump, c'est une manière de travailler. C'est un petit peu comme la méditation. L'idée, c'est de rester concentré sur une chose à la fois. À quoi ça ressemble? Tu sors une feuille de papier, tu sors un crayon, on reste très low-tech. Et tu notes, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton objectif? La chose sur laquelle tu te focuses en ce moment. Et au fur et à mesure que tu vas travailler, surtout dans du legacy, tu vas voir d'autres choses. Tu vas penser à des trucs. Tu vas dire, ah oui, mais pendant que je fais ça, il faut aussi que j'affiche la réponse. Il faut aussi que je gère le cas où il n'y a pas de données. Tu vas penser à tout ça. Sauf qu'au lieu de te laisser distraire et au lieu d'essayer de te rappeler de ça plus tard, tu vas oublier, tu les notes sur ton papier et tu restes concentré sur ce que tu étais en train de faire. Et donc ça se passe comme ça. Parfois, il va y avoir des choses à faire et parfois, elle va juste voir que quelque chose, il faudrait le refactor en passant. Sauf qu'au lieu de le faire directement, elle continue de le noter comme ça. Et éventuellement, au bout d'un moment, elle arrive à terminer un cas, puis un autre, et à ce moment-là, elle se pose la question, elle regarde sa feuille, elle se dit, ok, c'est quoi la prochaine chose que je fais? Peut-être que je ne vais pas faire tout ça, en fait. Ça, c'est une manière de travailler qui permet de rester concentré sur une chose à la fois. C'est pas très compliqué, mais ça demande de la pratique pour être fait correctement. Alors Alice, elle est contente parce qu'effectivement, ça l'a aidé, en tout cas, elle sent que ça l'a aidé à rester concentrée sur son problème et elle a terminé, elle a ouvert sa demande de changement. Elle se dit que c'est plutôt efficace, pourquoi pas. Le temps passe et au détour d'une revue de code, quelqu'un fait la remarque à Alice qu'il faudrait qu'elle fasse des commits plus petits. En tout cas, qu'elle en fasse plus parce qu'une pull request avec 400 lignes de code dans un seul commit, c'est pas facile à revoir, il y a mieux. Et Alice, elle a bien compris ça. Le problème d'Alice, c'est que généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle veut corriger un bug, elle le fait, et c'est seulement à la fin, quand ça marche, qu'elle se dit, bon, maintenant c'est bon, je sauvegarde mon travail et j'envoie. Donc généralement, ça ne fait pas beaucoup de commits. Comment faire? Et c'est là que Nathan lui avait proposé une astuce très pragmatique. Il lui a dit, tu sais Alice, pour faire des plus petits pas, ce qu'il faut, c'est te rappeler régulièrement de faire des commits. Alors oui, mais comment tu fais? Eh bien, il y a une technique dessus qui s'appelle utiliser un Gym Timer. Gym Timer, c'est un device qui va coûter une vingtaine de dollars, et ça, en fait, ça va te permettre de le régler, par exemple, pour 1 heure, et toutes les 5 minutes, ça va vibrer. Donc tu fais ça, tu le mets dans la poche, et tu commences à travailler. Et pendant que tu vas faire tes choses, toutes les 5 minutes, tu vas avoir un petit rappel qui va te dire, peut-être que maintenant, il faudrait faire un commit. Ça ne veut pas dire que toutes les 5 minutes, il faut faire un commit, mais ça veut dire que toutes les 5 minutes, on se dit, tiens, est-ce que j'aurais pas quelque chose à sauvegarder? Alors Alice, elle essaye ça, et puis effectivement, elle a fait un peu plus de commits que d'habitude. C'est un coup à prendre. Nathan lui a dit que lui, il l'utilisait pas vraiment pour faire des plus petits commits, puisque maintenant c'est devenu une habitude, mais il l'utilise pour prendre l'habitude de s'hydrater. Penser à boire un coup toutes les 10 minutes, un gym timer, ça marche bien en fait. Ok, le temps passe, et après une rétrospective où l'équipe se plaint encore de la dette technique et de il faudrait tout refactor, Alice se dit ok, je vais aider, je vais prendre un endroit où il y a de la dette technique, puis je vais essayer de refactor. Elle essaye, et le problème c'est qu'elle ne sait pas vraiment quelle partie prendre, donc elle prend une partie un petit peu au hasard, elle se dit tiens, ce bout-là je connais un petit peu, donc je vais essayer de refactor. Le problème c'est qu'elle se plante. Elle ouvre une pull request et puis en fait elle introduit des régressions, donc on revert tout ça et on lui dit Alice, si c'est pas cassé, n'y touche pas. Et là Alice elle est un peu perplexe parce qu'elle se dit ouais mais en même temps on se plaint qu'il y a de la dette technique, d'un autre côté il faut pas la réparer, je sais même pas par où commencer, et puis toutes les techniques qu'on a vues jusqu'à présent c'est bien gentil mais ça m'aide pas à résoudre le problème en fait, finalement c'est pas suffisant. Alors Alice elle a vraiment beaucoup de chance parce que sa collègue lui dit tu sais c'est tous les mois le Meetup Software Crafters. Tu devrais y retourner. Alors effectivement, elle y retourne. C'est bien fait. Elle y retourne. Là, elle retrouve des visages familiers. Il y a des gens qui reviennent tout le temps. Donc, elle leur dit bonjour, ils commencent à discuter. Le Meetup commence. Nathan demande qui est là pour la première fois. Cette fois, Alice, c'est pas la première fois, donc elle est contente. Mais il y a quand même des gens qui sont là pour la première fois. Donc, il explique encore. Pas d'agenda, proposition de sujet, vote, etc. Alice, elle parle de ces problématiques, elle propose un nouveau sujet, elle dit ok, ça c'est bien, on a vu la dernière fois, mais j'ai toujours ce problème de comment je priorise la dette technique, comment je fais pour refactor, comment j'écris des tests sur du code existant, j'ai plein de problèmes.
Alors, ok, Alice, on va faire un groupe de discussion juste sur ce sujet pour ceux qui sont intéressés, parce que ça a l'air d'être intense. Et là, cette fois, c'est pas Nathan qui participe, ce sont les autres qui sont là et qui ont des expériences différentes. Et il y a un tour de table qui se fait sur quelle technique vous connaissez pour gérer ces cas-là. Alors, on parle de différentes techniques. Quelqu'un parle d'analyse de hotspots, ça résoudrait apparemment le problème d'Alice pour la priorisation. Quelqu'un parle de la méthode Mikado. Alors, Alice prend beaucoup de notes parce que c'est une manière très très précise de travailler apparemment. Et quelqu'un parle d'approval testing. Alors ça a l'air d'être un gros sujet, mais après, Alice prend quand même des notes. Bref, je ne vous cache pas que la soirée passe très vite aussi. Ça fait beaucoup de contenu pour une seule soirée. C'est la fin, on se revoit le mois prochain, dit Nathan. Alice repart chez elle avec encore plein d'idées, comme à la fin des conférences finalement. Et elle se dit, je vais essayer ça. Puis elle n'a pas beaucoup à attendre, parce qu'en fait le lendemain, elle se dit, je vais réessayer là, mon refactoring de la dette technique, puis je vais essayer de faire ce qu'on m'a dit là. L'analyse de hotspot, apparemment, ça devrait me dire par où il faut commencer. Et en fait, on lui a expliqué que le problème, ce problème de prioriser la dette technique, c'est aussi beaucoup un problème de priorisation, de qu'est-ce qu'il faut faire en priorité avant le reste. Et ça, c'est un problème que dans d'autres domaines, on a résolu. C'est difficile, c'est toujours un problème difficile, mais il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Donc je ne sais pas si vous êtes familier, si vous n'êtes pas familier, je vous explique. C'est quelque chose qu'on utilise en gestion de projet ou en productivité personnelle, quand on a plein de choses à faire et qu'on se dit, OK, par où je commence? En fait, on va catégoriser les tâches à faire selon deux axes. Le premier, c'est l'urgence. Alors celui-là, c'est un peu évident, ça dépend de la deadline. Est-ce qu'il faut le faire pour la fin de la journée, pour la fin de la semaine, la fin de l'année? Est-ce qu'il fallait le faire pour la semaine dernière? Ou est-ce qu'il n'y a pas spécialement de deadline? Ça arrive aussi. Et il y a un deuxième axe, c'est l'importance. L'importance, une bonne manière d'y penser, c'est qu'est-ce qui se passe si c'est pas fait? C'est quoi les conséquences? On va perdre notre plus gros client, ou alors on avait promis, puis finalement non. Ou alors finalement c'était juste un objectif un peu abstrait, personnel de l'équipe, il n'y a pas vraiment de conséquences à ça. Ce qui compte, c'est de prioriser, c'est de mettre les tâches les unes par rapport aux autres selon ces deux axes, relativement les unes par rapport aux autres, et ça nous donne 4 cadrans. Le premier cadran, c'est tout ce qui est urgent et important. C'est ça qu'il faut faire maintenant. C'est ça la priorisation. Le reste, tout ce qui est important mais qui n'est pas urgent, en fait, mécaniquement, ça va devenir urgent avec le temps qui passe. Et au fur et à mesure qu'on complète les tâches urgentes, relativement, ces tâches qui n'étaient pas urgentes deviennent les plus urgentes. Après, il y a deux autres cadrans qui sont tout ce qui est urgent mais qui n'est pas très important. Ça, souvent, en gestion de projet, on va essayer de se demander est-ce qu'on peut déléguer ce genre de tâches ou est-ce qu'on peut les automatiser. Le point, c'est que la qualité n'est pas critique, il faut juste que ce soit fait. Et enfin, tout ce qui n'est pas urgent et qui n'est pas important, et ça, c'est quelque chose avec lequel on a énormément de mal. Mais l'idée, ce serait de drop. Ça reviendra, soit ça deviendra urgent, soit ça deviendra important. J'ai vu des product backlog avec, je ne vais pas dire des milliers, mais plusieurs centaines de tickets. Et personnellement, je me suis déjà amusé à en fermer plusieurs centaines, parce que j'avais le mandat pour, en disant, si c'est important, rouvrez-le. Et en enfermant quelques centaines, il n'y en avait qu'une dizaine qui se rouvraient. Mais c'était beaucoup plus facile de prioriser 110 issues que 550. Bon, ça, c'est de la gestion de projet, ok. Qu'en est-il de la dette technique? L'idée est un petit peu similaire en fait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le tech lead d'Alice, il dit j'ai fait une analyse de notre code base avec des outils et ça me donne une estimation de la complexité. La complexité, par exemple, il y a une métrique, c'est la complexité cyclomatique, mais il y a plein d'autres métriques pour analyser la complexité. Et ça dit un petit peu quel est l'état de la code base en termes de qualité. Ça donne même parfois un score, voire une estimation du temps que ça prendrait à l'équipe de corriger tous les problèmes. Pour l'équipe d'Alice, c'est 8 ans. Et effectivement, c'est difficile d'aller vendre qu'il faudrait arrêter de développer pendant 8 ans. Comme ça, on nettoie tout, et après, on va envoyer de la fonctionnalité. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le tech lead, il s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre que les issues les plus critiques qui ont été remontées par les outils. Ok, il y en a quand même 573. Ça reste quand même beaucoup de choses à faire. En fait, tout ça, c'est la complexité. Mais il manque une dimension. Et la dimension ici, c'est le churn. Alors le churn, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence de changement du code. C'est-à-dire, pour vous donner une illustration, imaginez un module là, de votre code base qui est vraiment très sale. Ça a vraiment été codé salement, mais ça fait 3 ans que personne n'a eu à toucher ce code.
Ben, en fait, on s'en fiche finalement, parce que tant qu'on n'a pas à le maintenir, c'est pas un problème. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que la complexité, ça donne pas juste cette vision. Il y a aussi à quelle fréquence on modifie ce code. Et combiner ces deux métriques en même temps dans un graphe, c'est pas très compliqué à faire et ça donne une priorisation. Alors comment on fait? Où est-ce qu'on va chercher le churn? Eh ben en fait, vous utilisez très probablement un outil de version de contrôle, probablement Git, et Git vous donne cette réponse. Voici une commande, vous aurez les slides, donc vous inquiétez pas, mais cette commande, en allant chercher dans les logs de Git, on peut récupérer les noms des fichiers qui ont été modifiés, mettons ces 12 derniers mois, ça donne 1 an, c'est suffisant pour se faire une idée. On processe un petit peu tout ça, l'idée c'est de compter le nombre d'occurrences de modifications de ces fichiers, et on les trie, on prend les 50 premiers, et voilà, ces 50 fichiers sont les 50 fichiers les plus modifiés de la base de code. Et ça ne dépend pas de la taille de la code base. Il pourrait y avoir 3 millions de lignes de code. S'il y a une équipe de 3 personnes qui travaillent dessus, c'est ça qui compte, c'est l'équipe de 3 personnes. Donc, on prend ces 50 fichiers, ensuite on met le score de complexité, on met ça sur le graphe, et voilà, ça nous donne une priorisation, ça nous permet d'identifier en fait finalement qu'il n'y a que ce fichier-là et ce fichier-là qui sont les fichiers à refactor en priorité, on va dire. Alors il y a des outils qui vous le donnent, mais c'est quelque chose qui peut se faire à la main. Pour Alice, c'est super intéressant pour 2 raisons. Déjà, ça permet de réduire encore plus, finalement, par quoi il faut commencer, mais aussi parce qu'elle peut donner à son tech lead, finalement, des arguments qu'il va pouvoir utiliser pour aller discuter de ça avec le chef de projet et toutes les personnes qui ne sont pas techniques. Et qui, on s'entend, ça les intéresse bien de refactor la dette technique, ça a l'air bien, mais juste d'entendre une équipe de développement qui dit qu'il faudrait tout réécrire, ils ont eu des mauvaises expériences avec ça, donc oui, généralement, la réponse c'est non. Maintenant, si on vient avec un diagramme en disant, regarde, on a fait une analyse, et puis c'est ici et ici, si on investit 20% de notre capacité de production à nettoyer cette dette technique dans ces endroits très précis, alors on va augmenter notre vélocité, on va avoir un bon retour sur investissement. Ce genre de langage, ça fait plus de sens pour quelqu'un qui prend des décisions orientées business. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que finalement, ils arrivent à avoir du temps pour refactor cette dette technique. Et elle sera stratégique. C'est-à-dire que ça, c'est la manière de faire qui va donner le plus de résultats le plus rapidement possible. Donc Alice est contente. Voilà, un autre problème de plus. En tout cas, ça ne résout pas les problèmes, mais ça aide à avancer. C'est ça qu'il faut se dire. Quelques temps après, elle se retrouve à nouveau dans ce problème fameux de... Elle pensait que c'était simple, et en fait pas du tout. Alors, c'est pas juste Alice qui pensait que c'était simple, et en fait pas du tout ce coup-ci. Non, c'est une tâche qui avait été estimée à 3 points, parce qu'on estime avec des points, sauf qu'en fait, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué que prévu. Et ça, c'est extrêmement fréquent dans le code legacy, parce qu'il y a tellement d'inconnus que quand on est là à estimer sans avoir mis les mains dedans, on ne sait pas vraiment ce que ça va prendre. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rappelle qu'il y a une méthode qui permet de s'en sortir quand on est dans ce genre de situation où il y a énormément d'inconnus. Ça s'appelle la méthode Mikado. À quoi ça ressemble? Alors c'est une recette de cuisine, c'est un algorithme. C'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir appliquer ça presque de manière automatisée. Je vous l'explique. L'idée, un peu comme le brain dump, c'est de dire qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi mon objectif? Je le note. Ça peut être sur un bout de papier ou ça peut être sur un logiciel. Je le note. Ensuite, je vais mettre un chronomètre pour 10, on va dire 15 minutes maximum. Pas plus de 15 minutes. Recommandation. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, l'objectif, c'est de faire ça. Donc, refactor cette fonction, peu importe ce que ça veut dire, en 15 minutes. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le chronomètre, il va sonner au bout de 15 minutes. On aura peut-être fait des choses, mais on n'aura certainement pas fait ça. Sinon, on ne se serait pas lancé dans la méthode Mikado, si on pouvait faire ça en moins de 15 minutes. Mais ça, c'est intéressant, parce que si le chronomètre il sonne, ça veut dire OK, pourquoi tu n'as pas réussi à faire ça en 15 minutes? Et là, plein de choses vont remonter. On va dire oui, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait ça en fait, qui me bloque, donc il faudrait que je fasse ça aussi. Puis il y a ça. Parfois, on va pouvoir découper le problème en plus petits problèmes. On vient de passer 15 minutes à travailler dessus, on a un peu plus de contexte. Donc on note tout ce qu'on a appris. Ensuite, et ça c'est la partie qui fait mal, il faut revert. Si jamais il y a eu des changements pendant 15 minutes, on annule tout ça. Git reset -hard, les développeurs détestent faire ça. Si jamais c'est vraiment trop douloureux, git stash,
Mais c'est vraiment critique en fait de recommencer à zéro. C'est pas perdu, c'est aussi pour ça que 15 minutes, parce que si ça fait 45 minutes qu'on travaille, on n'a vraiment pas envie de perdre, puis on a des choses intéressantes au milieu de tout ça. Mais 15 minutes, dans le pire des cas, on se dit, allez, je peux le refaire en 10 minutes. Donc on recommence, on revert, on se met dans un état qui fonctionne, on prend une sous-tâche, on remet 15 minutes et c'est reparti. On recommence en fait. Bon, on recommence et en fait, rebelote. Ce qui va se passer, c'est que 15 minutes, on n'a toujours pas fini ça parce que c'est encore compliqué. C'est vraiment très compliqué ce sur quoi on travaille. Donc on recommence, on liste pourquoi, toutes les choses auxquelles on pense, on revert, on prend une sous-tâche, on remet 15 minutes et on recommence. Bref. Je ne sais pas si vous avez vu le film Un jour sans lendemain, mais c'est vraiment ça. Ou le speedrun, hein, c'est dans les jeux vidéo. Là, on est vraiment sur une mécanique de jeu vidéo, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que toutes les 15 minutes, vous mourrez, et vous revenez en arrière. Mais la différence, c'est qu'en utilisant ce genre de méthode, vous n'avez pas rien. C'est pas frustrant de revert le code, parce que vous avez quelque chose, et ce quelque chose, c'est le graphe que vous êtes en train de construire. Ça, il y a une première phase, en fait, de découverte du terrain. Vous savez, vous ne saviez pas exactement ce qu'il fallait faire, et plus vous travaillez, plus vous voyez l'étendue du problème. Vous pouvez aussi vous servir de ça pour communiquer avec le reste de l'équipe. Finalement, est-ce qu'on veut toujours faire ça? Peut-être, peut-être pas. On peut discuter de ça. En tout cas, de l'avoir posé quelque part sur un papier ou sur un logiciel, ça permet de pouvoir en discuter. Bon, il y a une grande phase de découverte. Alors, c'est pas parfait, parfois on arrive à faire des choses. Mais globalement, il y a une phase de découverte, puis, à un moment donné, en moins de 15 minutes, alors quand je dis en moins de 15 minutes, ça peut être 7 minutes, 3 minutes, 30 secondes, on arrive à finir quelque chose. On avait dit, ok, j'allais faire ça, puis c'est bon, j'ai fini avant le chronomètre. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a un petit shot de dopamine, c'est un peu comme voir passer un test au vert, c'est très jeu vidéo, c'est très addictif en fait comme manière de travailler. On coche ça, on est content, et puis du coup on prend autre chose, et on essaie de le faire. Donc là, en l'occurrence, c'était une dépendance de quelque chose d'autre. Donc on va prendre cette autre sous-tâche. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est repareil, 15 minutes, on repart. On peut faire un commit aussi. Du coup, mécaniquement, on fait des petits commits, puisque dans le commit, il y a moins de 15 minutes de travail. On arrive, et en fait, progressivement, il va y avoir une deuxième phase qui va être la phase de productivité, de complétion, si vous voulez, où en fait, globalement, c'est bon, là, on résout les problèmes, mais dans l'ordre, dans le bon ordre. C'est là où on retrouve notre speedrun, ou un jour sans lendemain, où c'est bon, maintenant, on connaît le chemin par lequel il faut le prendre pour faire des petits commits qui font du travail préparatoire jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce qu'on voulait faire à la base. Un intérêt de ça aussi, c'est qu'on est capable finalement de s'arrêter, de livrer un peu à tout instant, parce que ce qu'on commit, c'est du travail préparatoire. On commence par ce qu'on sait, on découvre tout ce qui en dépend, on revient en arrière et on commence par la dépendance. Et en fait, quand on a fait ces dépendances, c'est du travail préparatoire, on peut commit, on peut faire plusieurs pull requests, on peut livrer tous les jours, on peut se faire interrompre pour aller dans un meeting et c'est bon, en fait, on a avancé quand même. Alors sur papier, c'est bien, ça scale pas beaucoup. Moi, j'aime bien utiliser des outils de mind mapping pour faire ça, par exemple. Donc, avec une manière de travailler comme ça, alors c'est un coup à prendre, hein, il faut pratiquer ça, mais pour des situations un petit peu complexes comme celle-ci, c'est vraiment utile. Alors, le temps passe encore, et Alice se dit cette fois d'elle-même, tiens, nous on n'écrit pas trop de tests, puis j'ai entendu que c'était une bonne chose, alors je vais essayer de faire ça, mais comment je fais? Parce que le code il est déjà écrit, il faut que j'écrive des tests, sauf que je ne sais pas ce que le code il fait. Donc écrire des tests quand on ne sait pas ce que le code il fait, c'est pas facile en fait. Et là, elle se dit, je vais appliquer la technique du approval testing dont on m'a parlé. Alors qu'est-ce que c'est que le approval testing? L'approval testing, ça se base sur l'idée que ce que le système fait actuellement, c'est ça qui compte. On peut se dire, ah, je pense qu'il fonctionne comme ça, etc. Si ça se trouve, pas du tout. D'ailleurs, si ça se trouve, il peut y avoir des bugs, mais s'ils sont exposés et utilisés par des clients qui sont externes, il faut faire attention quand on les corrige, parce que des fois, des systèmes qui en dépendent peuvent planter quand on corrige un bug. Bref. L'idée du approval testing, c'est de mettre un filet de sécurité sur le comportement actuel du code le plus rapidement possible. C'est la méthode la plus rapide que je connaisse pour écrire des tests manquants sur du code existant.
Le but, c'est de solidifier le comportement pour pouvoir faire du refactoring. Alors, on pourrait faire une présentation complète sur l'approval testing. C'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend. Mais globalement, il y a 3 grandes étapes. La première étape, qui est probablement la plus compliquée, c'est de générer une sortie que l'on peut capturer. En gros, il faut réussir à sortir une chaîne de caractères qu'on va mettre dans un fichier, et ça va être un snapshot. L'idée, c'est qu'on va réutiliser ce snapshot, qui est généré par le code quand il s'exécute dans un certain contexte. On va réexécuter le code à nouveau dans le même contexte, et on veut avoir la même snapshot à la fin. Ce snapshot, on n'est pas obligé de comprendre exactement ce qu'il y a dedans, ça va surtout nous dire est-ce que le comportement il a changé. Alors bien sûr, on s'entend, être capable de faire ça, souvent ça demande d'utiliser pas mal d'autres techniques pour pouvoir faire tourner le code dans les tests. Une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est un peu plus facile. Il reste 2 étapes. La première, c'est d'utiliser la couverture de test. La couverture de test, ça vous donne une chose excellente. Ça vous dit qu'est-ce qui n'est pas testé. Alors ça vous permet de voir, OK, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut que je couvre avec de nouvelles combinaisons de paramètres pour couvrir le code que je veux toucher. Par contre, la couverture de test, ça ne vous dit pas la qualité de ce qui est testé. On peut passer devant du code, mais pas vraiment le tester. Donc, généralement, pour gagner de la confiance, il y a une 3e étape qui est, je vais introduire des erreurs évidentes, je vais commenter un peu de code par-ci, par-là, pour voir s'il y a bien un test qui plante. C'est une autre casquette, en fait, c'est un autre mindset. On va faire des mutations. Ça pourrait ressembler à ça en JavaScript, par exemple. Ce que vous voyez sur ce test, c'est intéressant, il y a une méthode qui s'appelle UpdateQuality qui prend 3 paramètres. Et en fait, le test, c'est pas génial. Ça, ce serait un test unitaire, ce serait vraiment pas génial, parce qu'on ne sait pas ce que c'est censé faire, ça n'exprime rien. La seule chose que ça dit, c'est que peu importe ce que ça fait avec ces paramètres, ça doit continuer à le faire. Alors on commence comme ça, et puis après on commence à combiner les paramètres. Alors généralement on peut être généreux, hein, il y a des librairies pour ça, donc par exemple ici on va faire la combinaison croisée de 3 x 2, 6 x 4, 24, ça va générer 24 snapshots. Il y en a certainement qui se croisent en fait, mais c'est pas grave, c'est un peu comme peinturer un mur en jetant des seaux dessus, c'est pas très joli mais ça va vite. L'idée c'est d'être très rapidement dans un état où on a un filet de sécurité et maintenant on peut faire du refactoring. Souvent, les approval tests, ça va être des tests temporaires. Ce n'est pas des tests qu'on va forcément garder. En fait, c'est des tests qui vont planter quand le comportement va changer. Sauf qu'a priori, si on commence à refactor, c'est qu'à un moment donné, le comportement il va changer. Mais pour cette phase de refactoring sans test, en fait, c'est parfait. Ça peut être temporaire. Il peut y avoir des cas où en fait, ça s'applique très bien. Alors, il faut... si on fait ça bien, on pourrait garder ça longtemps. Ce qui compte, en fait, c'est est-ce que quand un approval test plante, un humain peut dire oui, je comprends pourquoi et oui, c'est légitime ou pas. Il y a des cas dans lesquels ça s'applique bien. Par exemple, les tests de régression visuelle. Des tests de régression visuelle, mettons sur une librairie qui génère des choses visuelles, on va vérifier que le rendu est le même et si jamais il diffère, le test il plante pas. Il dit il faut qu'il y ait un humain qui approuve si ce changement est désiré ou non. On peut avoir des tests non visuels, mais dans cette optique-là. C'est pour ça qu'il y a le nom approval testing. En fait, cette technique, elle porte plein de noms différents. Les gens ne sont pas d'accord avec comment appeler ça. Les termes les plus populaires, c'est characterization test, golden master, si vous avez un peu de bouteille, vous avez entendu ça, mais regression test, lock test, approval test, c'est le terme qui vous donne le plus de résultats. Il y a des librairies dans tous les langages qui s'appellent approval test. Donc, si vous avez besoin d'un mot-clé, approval test sera le mot que vous cherchez. Bref, revenons à Alice qui se dit ouais, c'est pas facile. Hein. Je vous cache pas que ça n'a pas été un franc succès. Elle a compris le principe, mais mettre son code dans des tests, c'est vraiment pas facile. Donc elle se dit qu'il lui manque encore des techniques. Alors, à un meet-up, elle retourne, et là, elle va juste voir Nathan pour discuter avec lui, et elle lui parle un petit peu de tout son parcours, hein, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, les problèmes, elle est très curieuse, elle communique bien, et finalement, elle a appris beaucoup de choses en très peu de temps. Puis elle lui dit que c'est pas terminé, donc Nathan la félicite, parce que c'est rare quand même d'apprendre tout ça aussi rapidement.
Et Alice lui pose une question, elle lui demande est-ce que tu n'auras pas une astuce pour que ce soit plus facile encore? Alors oui, il y a un truc. Est-ce que c'est une technique? Faut voir. Ça s'appelle les katas de code. Qu'est-ce que c'est que les katas de code? L'idée, c'est que quand Alice elle travaille sur sa base de code qu'elle doit livrer en production au travail, bah finalement, elle n'a pas vraiment le temps de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que oui, elle essaie des choses, mais à un moment donné, il y a quand même une deadline, il faut fixer le bug dans tous les cas, et elle ne peut pas tester plein de trucs pour le fun. En fait, Alice, depuis qu'elle a terminé son bootcamp, elle n'a jamais pris vraiment le temps de juste s'entraîner. Et les katas de code servent à ça. Les katas de code, ce sont des exercices qui sont designés pour faire des choses. Alors, il y a des katas de code sur plein de trucs, d'architecture notamment, mais il y a des katas de code spécifiques pour le refactoring. Donc Nathan lui en donne 5, comme ça, par ordre croissant de difficulté. Si tu n'as jamais fait un kata de code, tu devrais commencer par le Gilded Rose. Gilded Rose, c'est le kata de code de refactoring le plus populaire qui existe, qui est dans tous les langages possibles, avec énormément de solutions. Et le concept, c'est qu'on va te donner un code qui est écrit, il n'est pas très joli, et on te demande de changer son comportement. Donc comme au travail, finalement, tu dois ajouter un cas. Comment tu fais? Et là, c'est la porte ouverte pour, faut que j'écrive des tests, parce qu'il n'y a pas de tests. Ah, il faut que je refactor. Alors, je peux essayer différentes manières de refactor. Je peux aller sur un concept orienté objet, un concept fonctionnel, peut-être. Je peux essayer des choses, en fait. Le concept, c'est que c'est un bac à sable. C'est-à-dire que j'ai pas peur de casser. Et le but, c'est pas vraiment de terminer, finalement. Le but, c'est juste de pratiquer. Donc, je peux revenir au début et essayer autre chose. Seul ou en groupe? Ça, c'est le quoi, mais quand? Alors, plusieurs solutions. Alice, si tu as du temps et que tu es vraiment passionné et que c'est ton truc, oui, tu peux travailler dessus le soir, les fins de semaine, pourquoi pas. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Suggestion, 1 heure de meeting toutes les 2 semaines. Alors on s'entend, il y a plein de meetings qui ne sont pas extrêmement productifs. Ce ne sera pas le cas de celui-ci. Et on s'entend aussi, 1 heure de meeting, c'est du solide. On considère ça comme une réunion importante. On le met dans notre agenda, on est busy, on est booké. Toutes les 2 semaines, le mercredi de 11h à midi, je fais quelque chose. Et ce quelque chose, c'est, en fait, je vais prendre mon kata et je vais essayer quelque chose, je vais essayer une technique. Je me garde à 5-10 minutes à la fin pour faire un point sur qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui marche pas. Je peux le faire tout seul, je peux le faire en équipe. Si l'idée plaît au reste de mon équipe, 1 heure ou 2 semaines, on se revoit dans 1 an, Alice, tu ne seras pas la même développeuse. Après, il y a des événements aussi. Par exemple, chaque année, il y a la Global Day of Code Retreat. Donc, c'est une retraite de code qui se déroule souvent. Il y a le vendredi et ou le samedi, un peu partout dans le monde, où là, c'est des gens qui se retrouvent toute la journée pour faire des katas comme ça de code. Souvent, ça parle de tests, mais il y a des événements en fait aussi pour faire ça. Donc, il y a différentes manières de pratiquer. Ce qui compte, c'est de se garder du temps pour continuer de pratiquer. Voilà, c'est pas tout. Il y a tellement de choses encore. Ce serait absurde de se dire qu'en si peu de temps, même en 2 mois, on serait capable de gérer tout. Mais si tu continues sur cette voie-là, à être curieuse, à creuser et surtout à pratiquer, progressivement, le legacy, peu importe le legacy, ça te fera beaucoup moins peur. Donc, ce sera moins du legacy. Donc, c'est la fin du voyage, on va dire, pour Alice. J'espère que cette histoire vous aura inspiré, au moins que vous aurez appris une technique parmi les 7. Un petit mot pour terminer, puis on aura quelques minutes pour des questions. 2 mots en fait. Le premier, toute cette fiction à laquelle je me suis essayé, en fait, c'est pas si fictif que ça. Moi, j'ai une fille, elle a 3 ans et demi, elle s'appelle Alice. Puis je me suis projeté, je ne sais pas du tout si elle sera développeuse. Elle aime bien être au boulot avec papa. Et je me dis, je ne sais pas ce qu'elle fera dans 20 ans, je ne sais pas si notre métier aura la même tronche dans 20 ans, mais je pense que oui, en tout cas, il y aura toujours du legacy, il y aura toujours de l'existant qu'il faut modifier. Peu importe les outils et les manières qu'on a pour le faire, on aura tout un héritage à gérer. Et mon héritage à moi, ce sera de lui donner peut-être ses conseils. Moi-même, donc vous l'avez compris, j'organise les Meetup Software Crafters à Montréal. Puis ça se passe vraiment comme ça, et c'est vraiment le genre de problématique avec lesquelles les gens viennent.
Donc si vous êtes à Montréal, ben, je vous encourage à passer, on fait ça tous les mois. Puis si vous êtes à Québec et que ça vous intéresserait de créer ce genre de communauté, vous pouvez aussi venir me voir, ça me ferait plaisir de vous aider à mettre ça en place. Et avant de passer aux questions et de vous laisser là-dessus, j'ai un bonus pour vous tous. Je vous ai préparé un petit bundle qui contient déjà les slides, parce que je sais que vous avez pris des photos, ça vous intéresse, il y avait des commandes et tout, je vous ai mis les slides. Je vous ai mis aussi un document avec pas mal de liens pour aller plus loin. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder, donc il y a tout ça dedans. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, donc j'avais écrit un bouquin il y a un peu plus de 2 ans. Je vous ai mis un chapitre aussi sur un concept assez intéressant, les refactoring incrémentaux. C'est pareil, c'est une autre technique qui se complémente, parce que toutes ces techniques, finalement, elles marchent ensemble. Puis, vous pourrez jeter un œil, en fait, à tout ça. Donc, voilà. Voilà, merci à vous, merci de votre attention, et on va se garder 4 minutes pour les questions. Merci.